Je vais maintenant demander à Claude Albert, vice-président Europe de Collins Aerospace, de monter sur scène. Claude va accueillir pour nous celui qui tient les manettes de l'attractivité économique du pays. Monsieur le ministre, cher Bruno Le Maire, merci de votre fidélité à cet événement et merci de l'importance que vous attachez et montrez à nouveau aujourd'hui à notre communauté des sociétés étrangères qui ont fait le choix de la France. Merci. C'est un immense honneur, Monsieur le Ministre, de dire quelques mots en introduction de votre discours. Monsieur le Ministre, depuis que vous êtes le locataire de Bercy, vous n'avez manqué aucun de nos États de la France, comme l'avait fait votre prédécesseur, le président Macron. Nous sommes sensibles à cette fidélité. C'est le meilleur témoignage de l'importance que vous accordez à la problématique de l'attractivité à laquelle nous avons consacré nos débats de la matinée. Vous en avez fait une priorité de votre action, une priorité jamais démentie. Lorsqu'en 2017, vous aviez ouvert notre événement, nous étions au début du quinquennat. Il n'était alors question que d'ambition, de trajectoire et de promesses. Des promesses qui, au regard d'espoirs si souvent déçus dans le passé, n'avaient pas dissipé nos craintes de voir celles-ci perdre de leur substance, de compromis en concession. Cela n'a pas été le cas et la France a maintenu le cap entre réforme du Code du travail, diminution du taux de l'impôt sur les sociétés, suppression de l'ISF, création de la flat tax, mesures en faveur des impatriés. Les ressorts de l'attractivité de notre pays se sont trouvés renforcés. Depuis lors, les ambassadeurs des multinationales que nous sommes ont disposé d'arguments inédits dans leur plaidoyer en interne, leur permettant enfin de combattre à armes égales avec leurs principaux concurrents européens, mais surtout mondiaux. Vous avez été, Monsieur le Ministre, en première ligne pour mener avec détermination et audace ces réformes longtemps espérées et souvent différées. Vous avez tenu parole, vous avez délivré. Et notre communauté, celle des groupes étrangers en France, vous est reconnaissante et n'a pas été ingrate. En effet, si je reprends les propos que vous avez tenus lors du dernier sommet Choose France de Versailles, la France n'a jamais été aussi attractive. Et Pascal Soriot y faisait allusion ce matin, nos entreprises ont comme jamais investi en France, un pays qui, dans tous les classements, grimpe de façon spectaculaire dans le ranking des pays les plus attractifs. Le rapport que l'OCDE vient de publier sur l'accueil des investissements directs étrangers, où la France, au premier semestre 2019, émarge au 3e rang mondial, après les États-Unis et la Chine, et devant l'Allemagne et le Royaume-Uni, ce rapport donc démontre qu'il ne s'agit pas d'un vœu pieux. La France attire, la France séduit comme jamais. Alors, tout ce capital de confiance qu'en si peu de temps notre pays s'est constitué auprès de la communauté internationale aurait pu être dilapidé par la crise des Gilets jaunes, qui n'en était qu'à ses débuts l'an dernier lorsque vous aviez clôturé les États de la France. Et face à la tournure que celle-ci a pu prendre, nous avons craint le pire pour son impact sur l'image internationale de notre pays, mais surtout pour les conséquences sur nos ambitions réformatrices. Nous avons craint de voir notre gouvernement lever le pied devant ceux qui battent le pavé. Notre espoir était que le gouvernement fasse le choix de poursuivre les réformes et de maintenir le cap. Et c'est le choix qui a été fait, en tout cas jusqu'à présent. Et ce choix a rassuré nos maisons mères, notamment la mienne, Collins Aerospace. J'en ai parlé récemment avec notre CEO qui voit la France avec une autre image. Et notre CEO groupe, Greg Hayes, va venir en janvier à Versailles aux journées Choose France. Il faut maintenant poursuivre les réformes au bon rythme. Un an s'est donc passé, Monsieur le Ministre, et vous revoilà devant nous. Nous sommes bien sûr impatients de vous entendre partager votre regard sur cette année passée.
L'actualité nous montre qu'il demeure encore des turbulences dans notre pays et nous attendons votre vision pour continuer à construire avec détermination la Nouvelle-France. Nous sommes aussi impatients de vous entendre sur les événements qui agitent le monde et leur impact sur notre pays et sur son attractivité. Je pense bien sûr au Brexit et au durcissement des relations commerciales internationales. Par ailleurs, vous appelez régulièrement à un nouveau capitalisme, faisant moins de place à la finance et davantage à l'humain. Et vous plaidez inlassablement pour une croissance plus durable et plus inclusive. Sachez, Monsieur le Ministre, que nous allons y consacrer notre après-midi, qui sera clôturé par l'adoption d'un manifeste en faveur de la jeunesse défavorisée. Nos sociétés étrangères, dans leur démarche citoyenne, vont s'engager en faveur de l'inclusion de cette jeunesse défavorisée pour répondre à l'appel que vous nous aviez lancé ici même l'an dernier où, je vous cite, vous nous aviez dit « ne jamais vous satisfaire d'une croissance qui ne profiterait qu'à quelques-uns, d'une attractivité qui ne bénéficierait pas à tous ». Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Bonjour à tous, je suis comme toujours très heureux de vous retrouver ici dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne où j'ai étudié pendant de nombreuses années. Je voudrais remercier le recteur qui nous accueille, remercier l'ensemble des participants. Et puis vous voyez, je viens avec un tout petit carton, pas de long discours, mais surtout quelques convictions que je voulais vous faire partager ce matin. L'état de la France, c'est un sujet de dissertation économique, sociale, philosophique, absolument inépuisable. Parce que je ne connais aucune autre nation dans le monde qui ait autant de succès et autant de doutes. Autant de succès, parce que vous avez dû le rappeler ce matin, la France a désormais l'un des niveaux de croissance les plus élevés de la zone euro. Elle est loin devant l'Allemagne. Elle est un des pays les plus attractifs de la zone euro. Les investisseurs étrangers viennent en masse. Ils plébiscitent la transformation économique que nous avons engagée. Le niveau d'investissement des entreprises n'a jamais été aussi élevé depuis 10 ans en France. Nous recréons des emplois industriels. Et je pourrais accumuler comme ça des succès économiques qui sont dus au choix du gouvernement, de la majorité, du président de la République, mais évidemment qui sont dus d'abord aux Français. Les Français réussissent. La France réussit. Je sors tout juste d'une réunion du COSPAS, qui est la réunion qui est consacrée à l'industrie spatiale. Mais quand est-ce que nous dirons haut et fort que Galiléo est meilleur que le GPS? Quand est-ce qu'on sortira de l'esprit des Français et des Européens cette référence systématique au GPS pour la géolocalisation, alors que vous avez plus précis, plus fiable, plus efficace, que ça s'appelle Galiléo et que c'est français et européen? Nous avons des succès considérables qui montrent que la France et l'Europe ne sont pas sorties de l'histoire. Et qu'au contraire, elles vont y jouer tout leur rôle au XXIe siècle. Mais l'élu local que je suis, et le citoyen engagé que je suis, quand il circule en France, il rencontre aussi beaucoup de doutes. Quand je retourne dans ma circonscription à Évreux, ou que je me déplace en France, j'entends exactement l'inverse de ce que j'entends de la bouche de mes interlocuteurs à Pékin, à Shanghai, à Washington, à Berlin ou ailleurs, qui me disent « la France est de retour, c'est formidable, vous avez des succès exceptionnels ». Et puis, quand je suis auprès des Français, ils me font part de leurs difficultés, de la difficulté à boucler les fins de mois, des 2 ou 3 euros qui leur manquent, de l'essence qui est trop chère, du travail qui n'est pas assez reconnu, du manque de considération, qui est une des choses dont souffrent plus les Français aujourd'hui. De cette violence qu'il y a dans la société française, quotidienne, verbale,
qui tient à un regard, à une remarque déplacée, cette tension permanente, épuisante, qu'on peut voir dans la société française et qui ne correspond pas à cette douce France dont nous sommes les héritiers. Nous sommes un pays de climat tempéré. Et contrairement à tous ceux qui nous expliquent qu'il y a toujours la révolution au fond du cœur des Français, moi je ne crois pas ça du tout. Je pense que nous sommes une nation au climat et au tempérament tempéré et qui apprécie justement que les choses restent tempérées. Et s'il y a, à mon sens, autant de souffrance aujourd'hui dans notre pays, parce qu'il y en a et qu'il faut le reconnaître, c'est parce qu'il y a une demande de considération, de respect, de dignité, de tempérance auquel aspire une immense majorité de Français. Laissons la colère aux minorités. L'immense majorité des Français aspire à retrouver le climat tempéré qui est le propre de notre histoire et de notre nation. Alors partons de ce déchirement entre des succès incontestables et un doute tout aussi incontestable. Quelles sont les réponses que peut apporter un responsable public engagé, qu'il soit ministre de l'économie et des finances, qu'il soit recteur d'une université, qu'il soit professeur, qu'il soit médecin, qu'il soit responsable associatif, responsable syndical, parce que cette responsabilité-là, elle est partagée entre tous. Il n'y a pas en haut et en bas, ça n'existe pas. Dans une société démocratique, il n'y a pas en haut et en bas. Il y a tous ensemble, avec chacun ses responsabilités. Elles sont plus ou moins importantes, mais chacun a une part de responsabilité dans l'état de la France. L'état de la France, c'est l'état des Français, et chaque Français en est responsable. Moi, je vois 3 grandes orientations qui, en tout cas, me servent de boussole, à titre personnel, comme citoyen engagé et comme responsable politique. La première orientation, c'est la solidarité. Nous devons retrouver de la solidarité, à tous les niveaux, dans votre famille, dans votre environnement immédiat, au niveau national, au niveau européen. On a oublié ce mot de solidarité. Et tout ministre de l'économie et des finances que je sois, je ne commence pas par la compétitivité, par les chiffres, par les statistiques. Je vous parle d'une valeur humaine fondamentale qui est la solidarité. Je n'ai pas hésité une seconde quand nous avons travaillé sur le plan hôpital pour dire, ben voilà, on va mettre le paquet sur l'hôpital. Oui, nous allons reprendre la dette pour 10 milliards d'euros. Et oui, le plan qui a été annoncé par le Premier ministre est un plan juste et nécessaire pour l'hôpital public français. Nous lui avons fait supporter depuis des années quasiment l'intégralité des économies que nous avons demandées au système de soins. On aurait pu demander à chaque malade ou à d'autres de faire des économies, de dépenser un peu moins, de faire un peu moins d'analyses, de peut-être limiter sa consommation de médicaments. On l'a fait. Mais ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a dit à l'hôpital, écoutez, il faut faire des économies, c'est vous qui allez les faire. Et tous, nous savons ce que c'est qu'une entrée d'hôpital, qu'un couloir d'hôpital où la peinture s'écaille, les petits soins qui ne sont pas forcément disponibles, les infirmières qui sont épuisées, les aides-soignantes qui n'en peuvent plus, à qui on demande toujours plus, avec des traitements qui sont plus compliqués, des familles qui sont plus exigeantes. Puis à un moment donné, ça craque. Et comme nous fréquentons tous les hôpitaux et que nous savons tous le dévouement invraisemblable du personnel hospitalier au service de ceux qui sont les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui sont malades, il était juste et il était nécessaire d'annoncer un plan aussi ambitieux pour l'hôpital public que celui qui a été présenté par le Premier ministre. Il en ira de même pour les retraites. La réforme des retraites que nous proposons avec le Président de la République, elle vise à restaurer de la solidarité. C'est l'inverse du chacun pour soi, parce que le chacun pour soi ne mènera nulle part. Et que notre système de retraite tel qu'il est bâti aujourd'hui va dans le mur. Plus de déficit, moins de solidarité, et chaque profession qui va essayer de s'en sortir toute seule. De l'injustice et des iniquités entre ceux qui vont partir à la retraite à 52, 53, 54 ans, parce qu'ils ont un régime spécial et qu'ils s'arc-boutent sur ce régime spécial. Et puis d'autres, tant pis pour eux, ils ne sont pas dans le bon régime, ils ne sont pas dans le bon système,
Eux, ils partiront à la retraite à 63 et à 64 ans. Mais aucune société ne peut reposer sur des inégalités aussi profondes. Le système de retraite par points simple et juste que nous proposons avec le président de la République et que nous sommes déterminés à mettre en œuvre, c'est un système de solidarité qui garantit la pérennité d'un système de retraite par répartition. Parce que si vous voulez qu'il y ait une répartition, surtout à un moment où certains emplois disparaissent très vite, où le travail ne cesse de se modifier, il faut que chacun soit solidaire de l'autre. Et que ce ne soit pas chaque profession, chacun pour soi, avec son système, ses règles, ses dates, ses échéances, mais un système universel, solidaire, où chaque Français cotise pour les autres Français. C'est ça que nous voulons bâtir. Et c'est ça qui garantira la solidarité. Ça vaut aussi à l'échelle européenne. On ne peut pas dire qu'on va bâtir la zone euro et puis que lorsqu'on a une monnaie commune, c'est aussi le chacun pour soi. Il y a aujourd'hui une croissance insuffisante dans la zone euro. Nous, Français, nous avons fait des efforts depuis près de 3 ans pour rétablir nos finances publiques, pour engager des réformes difficiles, pour transformer l'économie française. J'aimerais que nos partenaires, allemands ou néerlandais, qui disposent aujourd'hui des marges de manœuvre budgétaires nécessaires, investissent davantage par esprit de solidarité européenne et pour garantir qu'il y ait une croissance économique plus importante dans la zone euro. Là aussi, le chacun pour soi en Europe ne mènera nulle part. Si chaque nation ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, n'est pas capable de dépasser les intérêts nationaux pour comprendre qu'il y a aussi un intérêt collectif européen à avoir plus de croissance, plus d'innovation, plus de prospérité, plus d'emplois, eh bien la zone euro ne survivra pas à ces intérêts nationaux étriqués. Nous devons être capables, nous tous, de construire un intérêt collectif européen fondé sur une solidarité européenne. Quand le ministre des Finances allemand annonce qu'il est prêt à ce qu'il y ait une garantie européenne des dépôts bancaires, c'est la première fois qu'il le fait. Moi, je salue cette décision du ministre des Finances allemand parce que, enfin, nos amis allemands, qui sont nos partenaires essentiels, nous disent « Oui, nous sommes prêts à ce que tous les dépôts bancaires des millions de citoyens européens soient garantis au niveau européen et plus au niveau national. » Ça, cela va dans la bonne direction de ce rétablissement de la solidarité que j'appelle de mes vœux au niveau national comme au niveau européen. La deuxième orientation, qui me paraît vitale, c'est de l'audace. Il faut de l'audace. Je ne sais plus quel intervenant disait tout à l'heure qu'il est indispensable que les responsables politiques prennent leurs responsabilités, décident. Il a 1000 fois raison. La première raison de la montée des populismes partout en Europe, c'est la faiblesse politique. C'est le manque de conviction. C'est le manque d'audace. On peut ne pas être d'accord, c'est pas grave, c'est la démocratie. Mais le pire de tout, c'est quand on est d'accord sur tout, parce que dans le fond, on a discuté de rien. Ça, c'est la négation de la démocratie. Quand personne n'a de conviction, personne ne défend des idées, personne ne prend plus de décisions parce qu'il est tétanisé, parce qu'il a peur. Il faut de l'audace pour les responsables politiques, de l'audace pour les citoyens, de l'audace pour les générations qui viennent, qu'elles tentent, qu'elles essayent, qu'elles échouent, et qu'elles se redressent et qu'elles se relèvent et qu'elles tentent à nouveau. C'est ça qui fait le dynamisme d'une société. En matière économique, nous avons, comme vous le savez, bâti les premiers piliers de la transformation économique du pays. La transformation fiscale, l'allègement de la fiscalité sur le capital, la réforme du marché du travail, tout ça vise à reposer les fondements de l'économie française. Mais maintenant, il faut qu'on ouvre un deuxième temps dans le quinquennat de la transformation économique du pays. Et sur quel pilier elle va reposer cette transformation et cette volonté d'audace économique pour la France? D'abord, une orientation majeure, nous voulons une économie décarbonée. L'audace, elle est là. L'audace, elle est dans la construction d'une économie totalement décarbonée, où on assume derrière les décisions qui vont avec, qui vont nous permettre d'arriver au zéro carbone en 2050. Ce n'est pas évident, c'est toujours difficile, mais je pense que nous pouvons y arriver. La finance verte,
les indications sur ce qui est vert comme investissement, ce qui ne l'est pas, la transformation de la Banque européenne d'investissement en banque du climat, le renoncement pour la Banque européenne d'investissement à financer toute énergie fossile. Ça, c'est l'audace qui construit l'économie décarbonée. L'annonce que j'ai faite il y a quelques jours, que nous allions instaurer un nouveau malus pour tous les véhicules qui émettent plus de 173 grammes de CO2 par kilomètre et que nous reverserions l'intégralité des bénéfices liés à ce nouveau malus à l'industrie automobile pour qu'elle se transforme, pour qu'elle soit moins carbonée. Ça va dans le sens de cette audace pour une économie décarbonée. Le fait que nous allons demander de revoir la législation européenne qui permet aux constructeurs automobiles d'émettre plus de CO2 quand ils font des véhicules plus lourds, ce qui revient à avoir un permis de polluer dans un continent qui, à l'inverse, veut lutter contre le réchauffement climatique et veut une économie décarbonée. Ça va dans le sens de l'audace. Et croyez-moi, c'est jamais facile. Quand je dis qu'on va s'attaquer à la législation européenne qui lie le poids des véhicules au droit d'émettre du CO2, immédiatement vous avez plein de conseillers, de gens très bien intentionnés, qui viennent vous voir et qui vous disent c'est pas possible, c'est compliqué, on va jamais y arriver. Mais il faut cette audace-là. Il faut cette audace pour dire qu'aujourd'hui il n'est pas acceptable que les géants du numérique payent moins d'impôts en France ou en Europe que ne le paye n'importe quelle TPE, n'importe quelle petite entreprise. Oui, il est indispensable de rétablir de l'équité fiscale et nous ne construirons pas une économie décarbonée s'il n'y a pas une équité fiscale entre les géants du numérique et les petites entreprises, si on n'instaure pas une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, si on n'est pas capable d'imposer une taxation carbone au transport aérien comme on l'a imposé au transport automobile. C'est toujours plus facile de ne rien faire. Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut dans les temps difficiles où nous sommes. De l'audace sur tous les sujets pour bâtir cette économie décarbonée dont nous avons besoin et ce nouveau capitalisme que vous avez présenté tout à l'heure et qui est effectivement au cœur de mon ambition politique. C'est quoi ce nouveau capitalisme? C'est moins d'inégalités, c'est plus de justice, c'est l'ambition de bâtir cette économie décarbonée qui sera un modèle économique pour le reste de la planète. C'est la capacité à mieux rémunérer ceux qui travaillent. C'est la reconnaissance de la place des entreprises dans la société et du sens de l'activité économique. C'est tout cela que nous voulons bâtir dans les années qui viennent. Et c'est tout cela qui fera de l'Europe un modèle pour le reste de la planète. La capacité à dire, il y a le modèle chinois, c'est pas le nôtre. Il y a le modèle américain, ça n'est pas le nôtre. Et il y a un modèle de capitalisme durable, responsable, juste, c'est le modèle européen et nous allons le bâtir ensemble. La troisième grande orientation, elle va peut-être vous surprendre, mais elle me paraît peut-être la plus importante pour répondre au déchirement dont j'ai parlé au début de mon propos entre la manière dont les Français se vivent et la manière dont les Français se voient et la manière dont le reste du monde voit la France et les Français. C'est la culture. Il faut renouer avec notre culture. La vraie assise française, ce qui fait la force de chaque Français, ce qui vous donne de la solidité intérieure, ce qui vous nourrit dans des temps de détresse, ce qui vous sauve quand les choses vont mal, c'est la culture. Parce que c'est ce qui vous sort de vous-même et c'est ce qui vous relie aux autres. La culture, c'est notre langue, ce qui me permet de vous parler et c'est ce qui nous permet de nous comprendre. La langue française doit être défendue avec la dernière énergie, pratiquée le mieux possible, répandue le plus loin possible. C'est ce qui fait notre lien. Et quand je lis parfois les agressions verbales, ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, les insultes, les injures, les raccourcis, les caricatures, on s'éloigne de ce qui fait le lien entre nous, qui est notre langue. La langue doit rassembler, elle ne doit pas diviser, elle doit rapprocher, elle ne doit pas opposer, elle doit soigner, elle ne doit pas attaquer ou agresser. C'est la première responsabilité politique.
un politique a une chance immense. Il a le droit de parler au micro. C'est peut-être moins une chance pour vous qui m'écoutez. Mais c'est pour ça qu'on fait de la politique. Donc c'est notre culture qui est la première réponse à l'état de la France, et dans notre culture, la langue française qui doit nous rassembler. La culture, c'est notre histoire. L'histoire permet de voir les choses avec un peu plus de détachement. Oui, ce que nous vivons est une période de transformation radicale. Vous avez des technologies qui bouleversent notre vie quotidienne, qui vont bouleverser la science, bouleverser la santé, bouleverser vos habitudes de consommation, de transport, de villégiature. Oui, il y a un réchauffement climatique qui doit être combattu, comme le fait le président de la République, avec le plus de volontarisme possible et qui demande des décisions économiques qui ne sont pas simples. Oui, la Chine est en train de marquer de son empreinte le XXIe siècle et la puissance bascule de l'Occident vers l'Orient. Oui. Et alors ? Et alors ? Si vous écoutez le président Xi Jinping, il vous expliquera que ce n'est que le juste retour de quelques millénaires d'éclipse de la Chine, mais qu'on revient à ce qui devait être l'ordre planétaire de toute éternité, c'est-à-dire la Chine au centre. Prenez un tout petit peu de recul. Allez voir le président Xi Jinping. Il vous donnera des leçons d'histoire. Mais pourquoi la France ne porterait-elle pas justement cette ambition d'ancrer à nouveau nos ambitions politiques dans une histoire profonde, pour comprendre que ce qui nous attend désormais est encore plus beau que ce qui est arrivé par le passé, que l'Europe peut être notre avenir commun si nous l'inscrivons dans ce projet de culture. La culture, c'est la langue, la culture, c'est l'histoire qui donne du recul sur les événements et qui permet de les prendre à leur juste valeur. La culture, c'est aussi des valeurs qui ne sont pas négociables. Il faut le dire avec fermeté et tranquillité, mais il faut le dire. Parce que je pense que dans l'état de la France, le sentiment qu'ont beaucoup de Français que leur culture est abandonnée, ou bafouée, ou attaquée, joue beaucoup dans le désarroi de millions de nos compatriotes. Dans nos valeurs qui font la culture de la France, il y a la liberté d'expression. Elle n'est pas négociable. Chacun est libre de s'exprimer. Dans notre culture nationale, il y a la laïcité. Aucune loi religieuse ne peut jamais l'emporter sur la loi de la République. Et aucune religion n'a le droit de dicter un comportement public en lieu et place des lois et règlements de la République française. Et tous ceux qui voudraient faire d'une religion un projet politique ne sont pas les bienvenus en France et doivent être combattus. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas négociable. Elle est un immense projet de société, un projet majeur. Et tous ceux-ci, sous quelque prétexte que ce soit, vous expliquent que, dans le fond, on peut marquer des différences entre les femmes et les hommes, marquer une relégation sous une forme ou sous une autre, attaquent notre culture dans ce qu'elle a de plus noble. Car il y a une très grande noblesse à défendre l'idée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une égalité totale qui devrait devenir bientôt quelque chose d'indifférent tellement ce serait naturel. Ça n'est pas négociable. Et l'égalité entre les femmes et les hommes doit être au cœur de notre projet de société et en tout cas au cœur de notre projet économique. Notre culture, c'est le respect de la personne humaine. C'est le respect des informations qui touchent chaque personne. Vous avez un modèle américain dans lequel on peut avoir accès aux données de santé, on peut avoir accès aux données politiques. Et tout ça pour être contrôlé par des gens du numérique qui, comme ça, orienteront votre choix politique et puis pourront négocier ces données de santé avec vos assureurs qui viendront vous expliquer, écoutez, monsieur, c'est tout à fait regrettable, mais j'ai vos données de santé, il se trouve que vous n'êtes pas en très bonne santé, donc votre prime d'assurance, elle va être 10 fois plus élevée que celui de votre voisin qui a le même âge, mais qui, lui, j'ai ses données de santé, se porte très bien. Ce n'est pas notre conception de la société. Ce n'est pas notre conception du respect de la droit privé et de l'intimité à laquelle a droit chaque citoyen. C'est pour ça aussi qu'il faut se battre. Pour cette culture-là qu'il faut se battre. Pour ce respect de la personne humaine pour lequel il faut se battre. Donc vous voyez, voilà
3 grandes orientations que je vous propose. C'est celles qui m'animent dans ma vie politique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'une vie de ministre de l'économie et des finances, je peux vous dire, c'est sacrément agité. Ça démarre à 6 heures le matin, ça finit très tard le soir. Donc si on n'a pas quelques principes très simples, très vite on peut se retrouver ballotté par les événements, par les flots, puis on ne sait plus où on va. Moi j'essaye de m'en tenir à ça. Plus de solidarité. Parce que notre société en a besoin plus que de tout le reste. Plus d'audace. Parce que nous avons été élus pour ça, et parce que je pense que la France est une nation d'audace. Et plus de culture. Parce que l'audace sans la culture va n'importe où. Mais la culture, au fond de l'audace, ça donne les plus belles pages de l'histoire de France. Merci à tous.